Taiyo est un orphelin pathétique qui a réussi à devenir ami avec la fille la plus populaire qui se trouve être de la famille d'assassins la plus forte. Cependant, tout change quand il apprend que sa vie est en danger, alors il l'épouse pour éliminer ses ennemis afin qu'ils puissent avoir une lune de miel mouvementée. Quoi? Pourquoi te exposes-tu comme ça? Quelques jours après que Taiyo ait perdu toute sa famille dans un accident de voiture brutal, en regardant leurs photos pendant les funérailles, il réalise à quel point il est facile de perdre ce que l'on aime et retire immédiatement sa main d'une amie d'enfance nommée Mutsumi. Cependant, elle lui reprend la main et promet d'être là pour lui quoi qu'il arrive, ce qui le fait finalement laisser couler les larmes qu'il retenait. À l'école, plusieurs semaines plus tard, Mutsumi se présente pour lui donner à manger, et quand elle lui demande pourquoi il s'efforce encore autant de repousser tout le monde, il lui dit de garder son rôle de mère attentionnée pour après qu'elle soit devenue la maman d'un voyou de rue. Malgré sa tentative évidente de l'effrayer, elle ne lui laisse pas le choix et il accepte sa nourriture, la remerciant avant de lui demander pourquoi elle a refusé le capitaine de l'équipe de football. À ce moment-là, le vice-principal, qui a manifestement passé trop de temps à regarder Men in Black, arrive pour voler une bouchée et exprime à quel point il est obsédé par la cuisine de Mutsumi. Quand elle demande comment il est déjà de retour de son voyage de conférence si tôt, Kyoichiro prétend qu'il a tout fait pour être proche d'elle et dit à Taiyo de venir le voir après les cours avant de partir. Des heures plus tard, Taiyo se retrouve dans son bureau, se demandant pourquoi le prétendu agent secret est assis si près de lui alors qu'il y a une chaise de bureau parfaitement utilisable pour lui. Le moment suivant, Kyoichiro lui montre toute une galerie de photos de Mutsumi, mais le vrai choc survient lorsqu'il affiche une vidéo où il a failli envoyer le capitaine de l'équipe de football rejoindre ses ancêtres. Juste au moment où Taiyo envisage de crier à l'aide, Kyoichiro lui met un couteau sous la gorge et dit qu'il ne supporte pas la relation qu'il a avec Mutsumi. Tout à coup, une fille habillée en papier toilette saute par la fenêtre et Taiyo appuie immédiatement sur le bouton de répétition pour se réveiller entouré de Mutsumi et d'une bande de monstres qui semblent s'être échappés du laboratoire de Frankenstein. Après qu'il saute du canapé et exige de savoir ce qui se passe, Mutsumi lui dit qu'ils sont tous ses frères et sœurs et explique en outre que tout le monde dans la famille est un espion surpuissant, juste au moment où Kengo essaie de leur parler de la renommée de Kyoichiro en tant que tueur numéro 1 du pays, le système d'alarme les avertit qu'il est de retour. Alors Futaba va droit au but et dit à Taiyo qu'il doit épouser Mutsumi parce que c'est le seul moyen d'empêcher Kyoichiro de le tuer. Quand Mutsumi refuse et dit qu'ils ne peuvent pas simplement lui imposer une famille après qu'il vient de perdre la sienne, ils décident tous de combattre Kyoichiro pendant qu'elle et Kengo courent plus loin dans la maison pour cacher Taiyo. Cependant, quelques minutes plus tard, Kyoichiro les rattrape et dit à Mutsumi d'arrêter d'essayer de le protéger. Après qu'elle et le chien aient essayé d'attaquer, il libère ses toiles de fer pour les capturer tous les deux et arrache le déguisement que Kengo a utilisé pour faire croire qu'il est Mutsumi. Il dit ensuite aussi à Mutsumi de laisser tomber le déguisement de Taiyo et d'accepter qu'il est le seul à pouvoir la protéger. Alors qu'elle décide d'accepter son obsession psychotique de la protéger, Taiyo sort du tableau et dit qu'il est prêt à l'épouser. En voyant qu'il est vraiment sérieux, elle déverrouille la deuxième moitié de sa bague et la lui lance. Mais Kyoichiro active à nouveau ses toiles d'acier pour arrêter Taiyo. Malgré cela, il les traverse pour attraper la bague et devient officiellement le mari de Mutsumi avant que les autres n'arrivent et le félicite pour avoir rejoint la famille. Chez lui le lendemain matin, Kyoichiro l'accueille également dans la famille avec une autre tentative de meurtre avant de le forcer à une séance de danse éprouvante avec ses toiles de fer. Heureusement, Mutsumi arrive juste à temps pour l'arrêter. Mais ensuite, Kyoichiro les attrape soudainement tous les deux et saute par la fenêtre pour éviter une bombe mortelle qui réduit instantanément toute la maison en décombres. Quand Taiyo demande si c'était sa façon de dire bonjour, Kyoichiro dit que c'était en fait une tentative sur la vie de Mutsumi avant de les emmener dans une limousine. Il dit ensuite à Taiyo que sa vie sera toujours en danger parce que, contrairement aux PNJ sans valeur avec lesquels il traîne habituellement, elle est la chef actuelle de leur famille et prendra bientôt le contrôle du monde souterrain, des assassins et des espions. Kyoichiro explique en outre comment leur lignée a été remplie d'humains surnaturels au cours des siècles passés, à l'exception d'un membre de la famille très normal qui apparaît à chaque génération et finit par être celui qui transmet le gène qui crée la prochaine génération d'assassins surpuissants. Avec Mutsumi étant l'actuelle porteuse et chef de famille par défaut, Kyoichiro lui dit qu'il est de la responsabilité de chaque membre de la famille de la garder en vie à tout prix. Juste à ce moment-là, un groupe d'assassins du monde souterrain commence une attaque en plein jour pour l'éliminer, et Taiyo manque de se faire dessus alors que la limousine est criblée de balles. Mais Mutsumi lui dit de ne pas s'inquiéter car leur chien, Goliath, est un excellent conducteur. Alors que Taiyo commence à prier comme un exorciste qui vient de voir le diable, Kyoichiro fait une pause dans son thé pour s'occuper des affaires.
Après avoir utilisé sa compétence de toile de fer pour transformer leurs ennemis en barbecue humain, il revient à l'intérieur et dit à Taiyo qu'un poseur de bombes en série vise Mutsumi avant de lui donner sa première mission, qui est de la garder en vie pendant toute une journée. Il explique ensuite comment le poseur de bombes aime annoncer ses mouvements sur Twitter et remet un pistolet à Taiyo avant de promettre de le réunir avec sa famille si quelque chose arrive à Mutsumi. Alors que Taiyo passe le reste de la journée à fouiller toute l'école à la recherche de quelque chose de suspect, il commence à remarquer à quel point Mutsumi prête attention à son environnement et devient encore plus déterminé à la protéger. Cependant, juste quelques minutes après le déjeuner, il oublie un instant comment être un asocial bizarre et accepte un morceau de chocolat de ses amis avant que son esprit ne rattrape la réalité. Quelques instants plus tard, il se réveille dans le bureau du conseil des élèves et Mutsumi explique que l'infirmerie était fermée juste avant qu'il ne voie une bombe attachée au plafond. Après l'explosion, ils survivent heureusement grâce à sa rapidité d'esprit. Mais il réalise rapidement que le poseur de bombes devait la suivre à travers chacun de ses mouvements. En voyant la dernière bombe placée dans sa chemise, il décide de se sacrifier pour la protéger. Mais après qu'il saute, Kyoichiro le désactive et le félicite d'avoir respecté la mission. Une fois de retour à l'intérieur, le reste de la famille arrive et dit qu'ils avaient en fait rôdé sur le campus pour aider Taiyo puisque c'est sa première mission. Shinzo lâche alors le poseur de bombe et Kyoichiro l'enveloppe avec la bombe avant de le lancer dans les nuages pour offrir un feu d'artifice au reste d'entre eux. Après avoir passé la nuit au manoir de la famille de Mutsumi, Taiyo se rend dans la chambre de Futua pour la remercier de l'hospitalité et demander un entraînement afin de pouvoir réellement protéger Mutsumi le moment venu. Lorsqu'elle lui dit d'arrêter de penser qu'il pourra un jour atteindre leur niveau, il affirme quand même être prêt à tout. Alors elle lui montre une fraction de ses capacités en le faisant tournoyer comme une poupée de chiffon. Elle décide alors de lui faire vivre l'entraînement spécial de leur famille, mais dit qu'il doit d'abord vivre avec eux pendant un mois entier. Il accepte facilement la condition puisqu'il est techniquement déjà sans abri, mais après avoir failli être empalé par un piège dans le sol, elle s'excuse de ne pas lui avoir dit que tout le manoir est une grande machine à tuer qui lui réservera une place au cimetière s'il ne devient pas fort le plus vite possible. Le lendemain, il essaie d'ignorer le réveil pour dormir un peu plus et manque de devenir du bacon à saveur humaine quand il explose. Quelques instants plus tard, à la table du petit déjeuner, il demande à Mutsumi comment elle a survécu sans pouvoir. Alors, ils expliquent tous comment le système informatique du manoir n'attaque pas les membres acceptés de la famille. Juste à ce moment-là, ils commencent à se plaindre d'un mal de ventre. Et en apprenant qu'ils ajoutent aussi un peu de poison dans chaque repas pour développer une tolérance, ils se précipitent vers la salle de bain pour rencontrer un système de sécurité venu du futur. Après 3 semaines à lutter pour rester en vie, ils commencent à s'habituer au manoir de la mort, ce qui surprend tout le monde puisqu'il leur a fallu au moins quelques mois d'entraînement pour s'habituer au piège. Un matin, pendant le petit déjeuner, il demande à Mutsumi de lui passer le lait comme d'habitude. Mais après une gorgée, le poison le rattrape. Alors il court aux toilettes, tandis que les autres essaient d'empêcher Mutsumi de se sentir mal d'avoir presque fait fondre ses entrailles. Juste à ce moment-là, ils entendent tous Kengo l'appeler et le trouvent évanoui près de la porte. Alors Nanao l'emmène rapidement au laboratoire pour s'assurer qu'il va bien. Dès qu'il reprend conscience et affirme qu'il va parfaitement bien, Futuba lui dit d'arrêter de faire semblant et arrache le faux corps qu'il a obtenu de Kengo avant de dire qu'elle sait déjà qu'il a reçu de l'aide des autres pour faire croire qu'il devenait fort tout seul. Elle exprime ensuite sa déception envers Nanao pour l'avoir laissé faire quelque chose d'aussi stupide, et quand il essaie de prendre la responsabilité, elle ajoute une commotion cérébrale à la liste de ses problèmes de santé et dit qu'il doit y aller doucement avant de lui donner un livre de l'époque où elle a commencé son entraînement. Quelques jours plus tard, il se rétablit complètement grâce à l'expertise médicale de Nanao et parvient également à déchiffrer le code dans la salle de bain, alors ils le célèbrent tous avant que sa bague ne commence soudainement à briller. En le voyant, ils expliquent que le manoir l'a accepté comme membre de la famille, donc Futuba accepte de commencer son entraînement d'assassin puisqu'il a prouvé sa valeur. En se rendant en cours avec Mutsumi au début de la semaine suivante, Taiyo sent une balle de baseball se diriger droit vers sa tête et l'attrape sans même regarder, ce qui pousse l'entraîneur de l'équipe de baseball à penser qu'ils viennent de trouver la solution à leurs années d'échecs. Des heures plus tard, ils montent tous les deux sur le toit pour déjeuner, mais il remarque alors le regard étrange qu'elle lui lance et lui demande s'il a fait quelque chose. Après lui avoir dit de faire attention à la façon dont il utilise ses compétences en public, elle explique comment toutes les filles ont commencé à l'appeler un ninja de Walmart à cause de son pas silencieux. De retour à la maison cet après-midi-là, il la rejoint dans le bureau familial pour s'occuper d'une tonne de paperasse. Et quand il demande pourquoi elle est la seule à les faire, elle lui rappelle qu'elle est la chef de famille avant de remarquer que Kengo a oublié d'ajouter une certaine pièce jointe à leurs rapports hebdomadaires. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans sa chambre et sont presque assommés par l'odeur de son énorme pile de linge avant qu'ils ne sortent la tête du sommet pour demander ce qu'ils veulent. Mutsumi demande alors pourquoi il fait toujours semblant d'oublier le rapport. Et il répond en sortant son déjeuner et en lui disant de le faire elle-même si c'est si important. Taiyo essaye immédiatement de trouver le rapport lui-même pour qu'il puisse en finir,
mais ensuite Kengo saute hors de la pile avec son magnum flottant au vent et dit qu'il ne mérite pas le stress du travail. Quand elle lui dit de continuer sa tirade avec un pantalon, il lui rappelle qu'elle jouait dans le bain avec lui il y a seulement quelques années avant de devenir une Karen d'âge moyen piégée dans le corps d'une méchante. Cela pousse Mutsumi à bout, alors elle décide de le discipliner, mais il utilise rapidement sa compétence de clonage pour tromper Taiyo avant de sortir de la pièce. Cependant, Mutsumi décide de mettre tout le manoir en mode confinement pour s'assurer qu'il ne puisse pas s'échapper. Pendant ce temps, Shinzo vient de commencer une mission top secrète pour infiltrer une entreprise de fausse monnaie, mais après avoir sécurisé la plaque qu'ils utilisaient pour fabriquer les billets, les systèmes d'alarme du bâtiment se déclenchent. De retour au manoir, Mutsumi et Taiyo commencent à envisager d'abandonner car ils ont déjà cherché partout, mais ensuite ils le voient caché à l'intérieur d'un tableau. Taiyo essaie immédiatement de l'attraper et finit par être trop rapide pour Mutsumi, mais après qu'elle le rattrape et voit qu'il s'est échappé dans une bouche d'aération secrète, elle en a assez et désactive le mode de verrouillage. Elle décide ensuite de trouver le rapport avec Taiyo, mais dès qu'ils entrent dans sa chambre, elle lui met une menotte au poignet et lui dit de laisser tomber le déguisement. Quand il demande de quoi elle parle, elle lui dit d'arrêter de faire semblant parce qu'il a certainement capturé le vrai Taiyo et mis le déguisement pour qu'elle arrête le confinement. Après qu'elle lui ait dit que Taiyo ne rentrerait jamais dans une pièce avant elle, Kengo abandonne le déguisement et accepte qu'elle n'est pas la petite sœur lente d'esprit avec qui il jouait. Plus tard dans la journée, elle sert à Taiyo un repas délicieux et il la remercie de lui donner enfin de la nourriture normale avant que l'énorme quantité de cyanure à l'intérieur ne le rattrape. Juste à ce moment-là, il entend le téléphone et décide de répondre, seulement pour se faire exploser les tympans par les cris de Shinzo. Après que Mutsumi passe à un appel vidéo, il la supplie de l'aider parce qu'il vient de manquer de munitions au pire moment possible. Elle dit alors à Taiyo qu'il est un bébé sans colonne vertébrale sans armes et qu'il doit aller aider. Quelques minutes plus tard, Taiyo entre dans le bâtiment, mais alors qu'il essaie de trouver Shinzo, un garde le repère et commence à poser des questions en lui tenant une arme sur la tête. Utilisant l'entraînement aux armes que Shinzo lui a donné, il désarme le garde et l'assomme avant de neutraliser les autres dans cette section. Dès qu'il trouve Shinzo, le Wibakro aux armes commence à brandir un pistolet. Mais ensuite, tous les sbires de l'établissement apparaissent, alors il reprend son rôle et les élimine comme une version déjantée de John Wick. Cependant, en essayant de s'enfuir, Taiyo se fait tirer en plein dans la cuisse, et après sa chute, le sniper menace de lui faire sauter la cervelle si Shinzo ne se rend pas. Au moment où il lâche le pistolet, Taiyo lui lance une fourchette, qu'il utilise ensuite pour détruire le fusil du sniper avant de l'éliminer. Alors qu'il finit par ramener Taiyo chez lui, un détective nommé Seigi trouve l'installation et tente d'interroger le seul garde que Shinzo a laissé, mais il refuse de dire un mot, alors Seiji lui ouvre la tête et décide de se concentrer sur Taiyo. Quelques nuits plus tard, il voit Taiyo rentrer chez lui et lui demande de venir discuter amicalement au commissariat. Une fois dans la salle d'interrogatoire, il sort des photos de toutes les récentes escapades de Taiyo et demande des détails sur les personnes avec qui il travaille, car il n'y a aucune chance qu'un nain à l'esprit lent comme lui puisse réaliser autant de missions tout seul. Quand Taiyo prétend ne pas savoir de quoi il parle, il verse nonchalamment un produit dans un verre d'eau juste devant lui et le lui enfonce dans la gorge. Mais Taiyo s'y attendait déjà pour une raison quelconque. Cependant, après s'être débarrassé de l'eau, Seigi essaie de l'attaquer avec le marteau, alors il recule d'un bond et atterrit sur un tas de corps. Alors que Seiji menace de lui écraser le crâne, il refuse toujours de lui dire quoi que ce soit sur la famille de Mutsumi et dit qu'il préfère rejoindre ses parents au paradis. Seigi décide alors d'exaucer son souhait, mais après avoir brisé le mur, Kyoshiro sort et lui dit d'arrêter le test. Taiyo demande immédiatement ce qu'il veut dire. Alors il révèle que Seigi est celui qui couvre leurs traces en échange de leur aide pour réaliser sa fantaisie tordue d'être une version psychotique de Batman. Après avoir dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Taiyo tienne 2 secondes, Seigi essaie de demander de l'aide à Kyoshiro, mais le pervers amoureux de sa sœur prétend avoir une mission urgente et s'en va. Le lendemain en classe, Taiyo remarque une étrange vague de fatigue envahir son corps avant que Kyoshiro n'entre et dise qu'il remplacera pour leur première leçon. Dès qu'il commence à enseigner, Taiyo essaie de fermer les yeux et manque de peu de se faire ouvrir le 3e œil par une craie supersonique, mais l'évite au dernier moment. Kyoshiro utilise alors le code Morse pour lui dire qu'il doit rester éveillé pour le reste du cours, malgré la sensation que ses paupières pèsent 50 livres. Après avoir expliqué qu'il doit maîtriser l'état de demi-éveil pour s'assurer qu'il peut se battre à tout moment, Mutsumi rejoint leur conversation en code Morse et lui dit d'arrêter d'essayer de transformer Taiyo en machine à tuer. Le moment suivant, il libère un gaz spécial qui endort tout le monde. Mais heureusement, Mutsumi avait son masque à gaz à portée de main, donc elle reste consciente et continue d'essayer d'arrêter Kyoshiro. En voyant la tête de Taiyo baisser, Kyoshiro essaie de l'attaquer à nouveau avec une des craies, mais Taiyo active l'état de demi-éveil pour se protéger.
Kyoshiro passe ensuite le reste de la journée à l'entraîner à le maîtriser, mais plus tard dans la nuit, Taiyo finit par effrayer Shinzo avec son somnambulisme violent. Quelques nuits plus tard, Shine termine un marathon de jeu de 3 jours et essaie de se reposer. Mais un hacker étrange passe soudainement son pare-feu. Alors elle se relève pour s'assurer qu'il n'accède à aucune donnée précieuse. En quelques secondes, elle pénètre dans le système du hacker et essaie de tout arrêter, mais il s'échappe au dernier moment avec un tas de photos de Taiyo. Tôt le lendemain, elle se traîne hors de sa chambre pour en parler à Taiyo et Mutsumi. Mais après avoir dit qu'ils n'ont plus rien à craindre, elle se demande comment le hacker a pu entrer, car seuls les membres de la famille ont la clé d'accès pour passer le pare-feu. En se rendant à l'école quelques instants plus tard, Taiyo échappe de justesse à une attaque soudaine et voit le hacker bizarre les suivre, alors il s'enfuit avec Mutsumi et attend dans une ruelle pour lui tendre une embuscade. Cependant, elle le surprend en attaquant depuis le toit avant de lui déclarer son amour et de lui demander gentiment de rester immobile pour qu'elle puisse lui arracher le cœur de la poitrine. Juste à ce moment-là, Mutsumi reconnaît Ayaka et dit à Taiyo qu'elle est une célèbre assassin qui ne s'en prend qu'aux gars qu'elle trouve attirants pour les bourrer d'aiguilles, comme moyen de démontrer son amour psychotiaque. Lorsqu'il demande pourquoi diable elle le voudrait, elle prétend que c'était le coup de foudre quand elle a vu une vidéo de lui sur le dark web. Le moment suivant, elle élimine un autre assassin qui le visait avant de lui montrer une prime qui est devenue publique et de dire qu'elle doit percer des trous dans son glizy avant tout le monde. Après qu'il refuse calmement l'offre en disant qu'il doit rester en vie pour Mutsumi, Ayaka lui dit d'être reconnaissante envers Kyoshiro parce que, bien qu'il soit celui qui lui a donné la clé pour voler des fichiers sur Taiyo, il lui a fait promettre de ne pas toucher à sa précieuse sœur. Elle montre ensuite une petite partie de ses capacités et promet de revenir avant de s'enfuir. Le lendemain, elle rejoint sa classe en tant que nouvelle élève et reprend immédiatement l'opération Murk My Crush. Cependant, malgré le reste de la semaine à essayer de lui tendre une embuscade, il évite facilement toutes ses attaques et commence à agir comme si elle n'existait même pas à un certain moment. Tout cela se termine un après-midi en classe lorsqu'elle décide soudainement de transformer tout le monde en zombies sans esprit. Après qu'ils aient tous immobilisé Taiyo, Mutsumi essaie de le défendre, mais ensuite l'assassin de la ruelle apparaît pour se venger. Le moment suivant, Mutsumi la repousse et manque de peu de prendre une balle dans la tête avant que Taiyo n'utilise son pistolet paralysant pour assommer l'assassin. Ayaka demande alors pourquoi elle la sauverait et Mutsumi affirme que c'est parce qu'elle est heureuse que quelqu'un d'autre puisse voir à quel point Taiyo est incroyable. Cela pousse Ayaka à devenir instantanément obsédée et conduit Taiyo à devenir la troisième roue lors de leur retour à la maison. Quelques jours plus tard, Nanao appelle Taiyo en plein entraînement pour lui parler de sa mission actuelle visant à neutraliser une arme biologique top secrète capable d'anéantir toute vie dans une petite ville. Lorsque Taiyo demande s'il prévoit d'éliminer le scientifique travaillant dans le laboratoire, Nanao explique que sa mission est simplement de s'assurer que la bombe empoisonnée ne voit jamais le jour. Il l'avale ensuite et dit à Taiyo de venir le sortir du laboratoire parce que son corps s'arrête chaque fois qu'il active ses capacités de destruction de poison. Quelques minutes après qu'il ait perdu connaissance, Taiyo trouve le laboratoire mais devient méfiant en voyant que la plupart des gardes ont déjà été neutralisés. L'instant d'après, il aperçoit 2 assassins nommés Sui et Oga et se prépare immédiatement à se battre. Cependant, Sui explique qu'ils sont des espions gouvernementaux d'élite envoyés pour détruire le laboratoire et Oga commence immédiatement à s'extasier car Taiyo est apparemment devenu une célébrité dans le milieu clandestin. Après qu'il décide de les aider à éliminer tout le monde dans le laboratoire, il trouve enfin Nanao. Mais quand Taiyo se précipite pour vérifier son état, Oga attaque et lui dit de rester en arrière, parce qu'ils doivent éliminer Nanao pour s'assurer que le poison ne s'échappe jamais. Au moment où Taiyo se place devant son corps pour les repousser, Sui déclenche une compétence supersonique qui détruit son arme et le laisse paralysé avec d'innombrables coupures sur tout le corps. Il promet alors de rendre les derniers instants de Nanao indolores, mais il se réveille au dernier moment et promet à Sui que le poison a été neutralisé. Après lui avoir montré un patch de poison pour le prouver, Sui décide de l'épargner et remet une pommade spéciale pour les blessures de Taiyo, avant de dire qu'il serait inutile de sauver un faible aussi pathétique. À la maison le lendemain, Kyoshiro décide de cuisiner Taiyo à feu doux pour avoir apporté la honte à la famille, mais Nanao et Mutsumi arrivent juste à temps pour le sauver. Quand il leur dit d'arrêter et qu'ils méritent en fait d'être punis pour avoir eu un effet négatif sur la réputation qu'ils ont construite dans le monde souterrain, Kyoshiro lui dit d'arrêter de penser qu'un bon arien sans talent peut faire cesser les gens de le craindre. Il propose alors de l'épargner s'il parvient à se racheter en devenant meilleur que Sui. Quelques jours plus tard, dans un train, Sui le remarque et affirme qu'il pouvait sentir l'absence d'aura à 1 kilomètre. Après que Taiyo admet être un faible et dit qu'il prévoit de le suivre jusqu'à ce qu'il apprenne suffisamment pour devenir plus fort, Sui lui dit d'abandonner car il ne pourra jamais le suivre. Dès qu'ils arrivent à l'arrêt, il active sa compétence de vitesse lumière pour se déplacer sans être détecté.
Mais Tayo trouve rapidement un moyen de suivre, alors Sui déchire ses vêtements pour le distraire. Malgré cela, Tayo passe les semaines suivantes à les suivre, lui et Oga, dans chaque mission et refuse d'abandonner malgré le fait qu'il se fasse exposer les parties intimes plus de fois qu'il ne peut compter. Quelques jours plus tard, il parvient enfin à terminer une journée entière avec ses vêtements encore intacts, mais ensuite Sui décide qu'il est temps de mettre fin à leur étrange jeu de chat. Après avoir promis de faire vite, il se lance, mais Tayo l'arrête étonnamment au milieu de l'attaque parce que les innombrables déshabillages l'ont aidé à maîtriser le flux des tranches de Sui. Il projette ensuite le petit broyeur de l'autre côté du cimetière, ce qui amène Sui à admettre qu'il a effectivement du potentiel. Alors qu'Oga commence à soigner ses blessures et le félicite, Sui décide d'arrêter de le traiter comme un déchet complet. Quelques jours après cela, Mutsumi fait suivre Tayo au parc avec suffisamment de provisions pour un buffet à volonté. Il essaie alors de comprendre ce qu'elle a prévu et est choqué lorsqu'elle trouve Sui et le salue comme s'ils étaient de vieux amis. Lorsqu'il demande comment ils se connaissent, Mutsumi lui rappelle que tout le monde dans le monde souterrain s'est croisé à un moment donné. Après avoir dit qu'il devrait garder les bavardages pour la réunion avec son patron, Sui les emmène dans un café et commande un milkshake qui semble être un danger biologique. Cependant, le caissier commence immédiatement à le taper. Mais au lieu d'un milkshake, ils sont largués dans une trappe. Et tandis que Sui profite de l'occasion pour montrer à Mutsumi comment agit un vrai homme, Tayo se bat pour rester en vie jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond. Juste à ce moment-là, il est sauvé d'un rocher par un méchant avec plus de lait que Sydney Sweeney. Quelques instants plus tard, Rin commence à dévorer tous les gâteaux qu'ils ont apportés, tandis que Mutsumi explique qu'elle est la chef de l'escouade d'élite de Sui et qu'elle était aussi dans la même classe que Kyoichiro. Juste au moment où Rin lui dit de ne pas mentionner le nom du cinglé de l'Alabama près d'elle, il fait irruption à travers le mur et exige la libération de Mutsumi. Rin lui dit alors qu'elle est venue toute seule parce qu'elle en avait assez d'avoir un frère qui essaie constamment de faire des trucs bizarres. Le moment suivant, ils commencent un combat qui détruit lentement tout l'étage, alors Sui essaie de les arrêter seulement pour être écarté, comme une mouche sans valeur. Quand Mutsumi s'interpose soudainement entre leurs coups pour les arrêter, Tayo pousse sa tête vers le bas et se fait pulvériser les pommettes dans le processus. Cependant, cela amène Rin à réaliser qu'il est digne de confiance. Alors elle lui demande de l'aider à découvrir les plans d'un politicien qui est récemment devenu le favori de la nation, malgré le fait qu'il s'habille comme la mascotte de KFC et est obsédé par la danse. Elle lui parle aussi des triplés assassins qui travaillent pour lui et dit qu'ils ont besoin de quelqu'un de nouveau dans le milieu, car Yoshimasa remarquerait facilement n'importe quel membre de son équipe ou l'un des frères et sœurs de Mutsumi. Lors d'un rassemblement l'après-midi suivant, Yoshimasa présente son dernier assistant à ses partisans et, alors qu'ils dansent tous, Tayo commence à regretter d'avoir choisi un déguisement féminin pour la mission. Au cours des 2 jours suivants, il prête une attention particulière à Yoshimasa et à ses triplés assassins pour obtenir le moindre indice de leur plan, mais il continue simplement à l'horrifier avec leur danse terrible. Lorsque Yoshimasa fait l'erreur de le forcer à danser avec eux, il réalise enfin qu'ils utilisent le code Morse depuis le début et apprend rapidement tous les détails de leur plan pour faire exploser toutes ces opérations. Quelques jours plus tard, il se prépare pour une réunion avec toutes les personnalités publiques qui ne l'ont pas soutenu et il attend patiemment qu'elle monte sur scène avant de déclencher la bombe. Mais ils sont tous choqués quand elle explose dans la fontaine à la place. Le moment suivant, Yoshimasa pointe son arme vers Tayo et dit qu'il a toujours su, avant d'appuyer sur la gâchette. Après avoir déclenché une deuxième bombe qu'ils ont installée au dernier moment, toute la salle est couverte de peluches, et Tayo se relève pour dire qu'il n'est pas le seul à avoir des tours dans son sac. Les triplés se préparent alors à la battre, mais Sui détruit leurs armes en un instant, alors ils prennent la fuite. Quelques minutes plus tard, Tayo se retrouve dans un bus en train de regarder Yoshimasa alors qu'il le transporte vers une prison. Mais ensuite, le clown légèrement enceinte dit soudainement que l'accident qui a détruit sa famille était planifié. Dès que Tayo commence à demander la vérité, Sui appelle pour lui dire que le premier ministre a été kidnappé après l'explosion de la deuxième bombe. Juste à ce moment-là, Yoshimasa dit qu'il doit partir et laisse tomber une boucle d'oreille qui fait exploser tout le bus. Après que Tayo parvient à s'en sortir, Sui lui dit que Yoshimasa était en fait un assassin comme eux avant de disparaître soudainement il y a des années et de faire croire à tout le monde qu'il était mort. Quelques minutes plus tard, il rejoint le Premier ministre sur le site de l'enlèvement pour une diffusion en direct à toute la nation. Et après avoir retiré son déguisement, il avoue d'innombrables meurtres et dit au ministre d'avouer les siens ou de prendre une balle dans la tête. Juste au moment où le ministre lui dit d'en finir, Tayo met fin à la diffusion en tirant sur la caméra. Il dit ensuite à Yoshimasa d'abandonner. Mais il refuse, et dit à Tayo que son arme est inutile parce qu'il n'est pas assez proche. Dès qu'il tire l'arme, Tayo se précipite pour le maîtriser. Mais il finit par être capturé, et est confus de voir à quel point il était facile pour Yoshimasa de lire tous ses mouvements. Après l'arrivée des triplés, Tayo recule pour planifier correctement son prochain mouvement, mais Sui apparaît également,
et utilise une combinaison pour emmener les triplés plusieurs étages en dessous. Le moment suivant, Taiyo fonce avec l'un des couteaux empoisonnés de Shinzo, mais Yoshimasa anticipe son attaque une fois de plus et le poignarde avec. Alors qu'il saigne et lutte pour rester conscient, Sui attend que les triplés combinent leurs capacités en une grande boule de feu avant d'utiliser son aptitude Sonic Step pour les éliminer. En haut, Taiyo parvient à se relever et charge à nouveau, alors Yoshimasa se prépare à lire ses mouvements. Mais cette fois, Taiyo copie le Sonic Step de Sui et le combine avec tous les tours qu'il a appris pour le mettre à terre. En réalisant qu'il a été vaincu, Yoshimasa le félicite d'être devenu si habile malgré tout ce qu'il a traversé et décide de lui parler de l'accident. Cependant, au moment où il place une note dans sa main, une balle traverse son cou et il se vide de son sang tandis que Taiyo essaie de comprendre d'où elle vient. Des heures plus tard, il suit les instructions de la note jusqu'à un arbre et trouve une petite boîte à l'intérieur avant de rentrer chez lui. Après qu'ils l'ont tous accueilli, il essaie enfin de se reposer, mais Ayaka enroule soudainement son chat autour de sa tête, alors il la repousse et demande pourquoi elle est habillée en soubrette. Après que Mutsumi explique qu'ils l'ont embauchée comme nouvelle domestique résidente, Ayaka affirme qu'elle a pris le poste uniquement pour s'assurer que personne ne le tue avant elle parce que la prime sur sa tête a augmenté. Elle propose également de l'aider à devenir un meilleur assassin et reprend immédiatement ses attaques pour le garder sur ses gardes. Dans la cuisine, quelques minutes plus tard, il entend Mutsumi se plaindre d'être à court du thé que Kirichiro préfère avant de se diriger vers le bain pour se laver. Le moment suivant, Ayaka apparaît pour prendre quelques photos de son Glizzy avant de le poursuivre avec du shampoing acide jusqu'à ce qu'elle déclenche le piège électrique en se tenant dans le bain. Au lieu d'appeler à l'aide, Taiyo décide de la rejoindre dans le bain et redirige le courant vers la source d'alimentation jusqu'à ce que toute la salle de bain explose. Pour une raison quelconque, il se retrouve au-dessus d'elle et profite de l'occasion pour travailler son charme, mais le regrette immédiatement lorsque Kirichiro arrive et promet de le faire payer pour avoir trompé. En sortant le lendemain, Mutsumi essaie de lui donner son téléphone, mais elle voit alors un appel d'un numéro enregistré sous le nom de Kaoru et essaie de demander qui c'est. Après qu'il ait immédiatement saisi le téléphone et se soit enfui, Ayaka dit à Mutsumi d'accepter qu'il a trouvé une Glizzy Gobbler spéciale à côté. Quand il revient plus tard dans la soirée, elle le plaque contre le mur et commence à exiger des réponses, avant que Kirichiro ne se joigne à elle et promette de s'assurer que ses noix ne voient jamais la lumière du jour. Juste à ce moment-là, Momiji et son grand-père, Kaoru, de l'équipe de Rin arrivent, et Momiji dit qu'elle est venue faire une livraison spéciale pour Taiyo. Quand il lui rappelle que c'était censé être un secret, elle répond que ce faux filet ne fera que causer des malentendus. Elle sort alors le thé spécial dont Mutsumi parlait l'autre soir et explique comment Taiyo a risqué sa vie pendant des heures pour rassembler les ingrédients nécessaires à sa préparation. En entendant cela, Kyoshiro essaie de s'ouvrir le crâne, mais après qu'ils se soient tous installés pour le thé, sa haine pour Taiyo revient. Alors Mutsumi décide de le punir en demandant à Goliath de le clouer à la chaise. Après une séance d'entraînement rapide avec Futuba quelques jours plus tard, Taiyo rentre à l'intérieur et devient curieux en voyant Mutsumi obsédé par un album photo. Quand elle appelle pour regarder la photo qu'ils ont prise après que Nanao a obtenu sa licence d'espion, Taiyo demande ce qu'est une licence d'espion. Alors Futuba explique le système de classement pour les espions et dit qu'il ne sera pas officiellement reconnu par l'association tant qu'il n'aura pas passé le test d'espion pour recevoir sa licence. Juste au moment où il dit qu'il aimerait passer le test, Kyoshiro arrive pour lui dire que tout le monde dans la famille l'a réussi du premier coup avant de lui donner un aperçu de la torture qu'il subira s'il fait honte au nom de la famille à nouveau. Au lieu de l'examen quelques jours plus tard, Mutsumi l'encourage alors qu'il traverse facilement la première compétition, mais quand il la rejoint pour se ressourcer pour la suivante, un concurrent décide de l'éliminer pour réclamer la prime sur sa tête. Au moment où il se précipite, une rafale de vent le retourne comme une crêpe avant qu'un espion nommé Ukyo ne lui rappelle qu'il est illégal pour les concurrents de se battre entre eux. Après son départ, Taiyo essaie de le remercier, mais il commence immédiatement à demander des tirs amicaux dans le dos. Taiyo dit alors à Mutsumi de courir, mais elle jette un coup d'œil à Tsukio avant de dire à Taiyo de ne pas s'inquiéter parce que tout le monde dans le monde souterrain sait qu'il est un inoffensif amateur de saucisses. Elle menace alors de lui couper ses noix inutiles puisqu'il ne veut pas les utiliser correctement, mais il répond en entraînant Taiyo pour le reste de l'examen. Après avoir enduré quelques heures éprouvantes, seuls quelques candidats parviennent à la dernière étape, et ils s'excitent tous en entendant une annonce disant qu'ils n'ont qu'à marcher jusqu'au bout du couloir pour obtenir leur licence. Cependant, tout le sol commence soudainement à s'effondrer, alors ils se mettent tous à courir pour atteindre la fin. Mais après que presque tout le monde soit tombé dans l'eau en dessous, l'ambassadeur Mohawk frappe Taiyo du poing pour le faire tomber. Juste avant que le sol sous ses pieds ne s'effondre, Tsukio le félicite pour sa détermination et le pousse en avant avec ses capacités, mais Taiyo revient pour le sauver de la chute. Quand il dit à Tsukio de ne pas gâcher sa chance d'obtenir le permis,
le maître de l'air énergique les ramène tous les deux dans le hall, avant de dire à Taiyo qu'il a déjà réussi. Il s'avère qu'il est déjà un espion de rang argent et qu'il servait seulement d'examinateur pour voir lequel d'entre eux avait encore sa dignité intacte. Juste à ce moment-là, l'autre examinateur arrache la licence à l'ambassadeur Mohawk et après l'avoir récupéré de Tsukio, Taiyo demande s'il plaisantait aussi à propos des tirs dans le dos. Mais Tsukio dit qu'il était sérieux et essaie de devenir coquin sur le champ. Quelques jours plus tard, Segi entend parler de l'évasion d'un détenu de haute priorité et décide immédiatement d'appeler Kyoichiro. Pendant ce temps, Taiyo, qui vient de rentrer chez lui, trouve un vieux bonhomme caché dans son sac et reste figé de stupeur. Après que Ban saute et prétend être son grand-père, Taiyo l'accueille avec une décharge EMP surpuissante avant que Mutsumi n'apparaisse et dise qu'il est en fait son grand-père. Quand elle demande la raison de sa visite soudaine, il prend un moment pour inviter Ayaka à sortir avant de prétendre qu'il voulait s'assurer que Taiyo avait assez de courage pour protéger sa petite fille. Le moment suivant, il essaie d'emmener Taiyo pour une séance de rapprochement, mais Kyoichiro le capture et demande pourquoi il s'est échappé de sa cellule. Ban explique alors à quel point sa mission actuelle de surveiller des criminels incarcérés est ennuyeuse et dit qu'il voulait juste revivre le monde extérieur. Après avoir dit à tout le monde que Ban aime divulguer des informations classifiées pour impressionner les filles, Kyoichiro promet de le renvoyer en prison, mais Ban lui dit alors que le fait d'avoir des cheveux gris ne le rend pas plus faible qu'il ne l'était à son apogée. Le moment suivant, il échappe aux toiles de fer de Kyoichiro et déploie une bombe fumigène pour s'enfuir avec Taiyo. Quelques heures plus tard, dans un bar, Taiyo se lasse de le voir essayer pathétiquement de jouer les séducteurs et utilise une colle spéciale de Nanao pour le coller au siège. Cependant, Ban saute facilement hors de ses vêtements pour révéler son corps musclé et son magnum monstrueux aux dames. Après plusieurs minutes à esquiver toutes les attaques de Taiyo, Ban lui dit ensuite d'essayer à nouveau dans une décennie. Mais Taiyo devient soudain curieux et demande pourquoi il ne pouvait pas simplement attendre la fin de sa mission s'il voulait vraiment les voir. Ban répond que cela devait être aujourd'hui et commence à lui raconter des histoires sur la grand-mère de Mutsumi et comment elle l'a sauvé de devenir un voyou de rue sans valeur grâce à sa beauté parfaite. Quelques minutes après le début de leur conversation, Keiko arrive et s'assure qu'il ne peut pas s'échapper avec un dispositif de menottes spécial qui explosera s'il utilise ses capacités. Alors qu'il commence immédiatement à la supplier pour la séance habituelle de baiser d'anniversaire, Mutsumi arrive et dit à Taiyo qu'elle est sa grand-mère. Quelques instants plus tard, Ban continue de supplier Keiko pour un rendez-vous et dit qu'il s'est échappé juste pour la voir, mais elle demande pourquoi il a choisi de s'amuser avec un tas de fans en ligne au lieu de venir la voir en premier. Elle aide ensuite la police à le réarrêter, mais décide de le rejoindre dans la voiture pour qu'ils puissent passer un peu de temps ensemble avant qu'il ne soit placé en isolement. Malgré cela, il s'évade à nouveau quelques jours plus tard, mais après avoir seulement rencontré Ayaka, elle lui dit qu'ils sont tous allés faire du shopping. Dans un rêve quelques jours plus tard, Taiyo revit le voyage en voiture qu'il faisait avec sa famille avant l'accident tragique dont il est le seul survivant. Lui et Mutsumi se rendent ensuite dans la chambre de Chien dans l'espoir qu'elle ait trouvé quelque chose dans l'orbe qu'il a vu dans la boîte de Yoshimasa. Lorsqu'elle affiche la liste des invités pour le mariage de leurs parents et leur montre le nom de sa mère et de son père sur la liste, Mutsumi s'effondre et dit que leur famille est probablement la raison pour laquelle ils ont été ciblés. Taiyo parvient à la calmer et explique qu'il doit y avoir une autre raison, et Shion est d'accord avant de lui parler d'un endroit appelé la Bibliothèque des Morts où il pourrait trouver de meilleures informations. Peu de temps après, il trouve l'entrée secrète de la bibliothèque et y accède avec sa carte. Mais en entrant dans la bibliothèque, il regarde l'assistant poignarder soudainement la tête d'un type et l'emporter pour avoir parlé. Alors que Shion l'avertit d'éviter de faire le moindre bruit, Michan continue d'éliminer ceux qui osent respirer trop fort. Après presque une heure de recherche, Taiyo trouve un livre avec des détails sur l'accident de sa famille, mais il est déçu car cela ne lui montre que ce qu'il sait déjà. Cependant, il remarque ensuite une fente pour l'orbe bleu, alors il le dépose et voit que sa famille a en fait été assassinée par un groupe appelé Tampopo. Plus tard dans la journée, de retour au manoir, Kyoichiro le transforme en cobaye pour sa dernière technique de torture avant de révéler que Tampopo est le groupe derrière la mort de la mère de Mutsumi. Il dit ensuite à Taiyo que sa découverte de ce qui est arrivé à ses parents l'a aidé à réduire la liste des suspects impliqués dans une série de meurtres dans le domaine médical à l'époque de l'accident. Avec le principal suspect étant maintenant un médecin nommé Makoto, Kyoichiro suggère de s'introduire dans sa clinique pour comprendre comment il est lié à tout cela. L'après-midi suivant, Mutsumi et Taiyo se déguisent en un vieil homme malade et sa femme avant d'entrer dans la clinique pour un examen. Après quelques minutes d'attente, ils sont appelés pour voir Makoto, qui effectue alors quelques tests tout en ressemblant au médecin idéal. Quelques heures après le coucher du soleil, Makoto quitte enfin son bureau pour la nuit, alors Taiyo s'introduit à l'intérieur pour pirater son ordinateur avec l'aide des appareils de Shion.
En quelques minutes, il trouve des informations classifiées sur la protéine spéciale qui a été transmise dans la famille de Mutsumi pour créer des espions surpuissants comme ses frères et sœurs. Juste au moment où il trouve un plan pour prendre son cœur et créer artificiellement la protéine à des fins lucratives, Makoto l'attaque et arrache le déguisement avant d'exprimer sa surprise de le voir encore en vie. Lorsque Taiyo demande s'il est responsable de l'accident ainsi que de ce qui est arrivé à la mère de Mutsumi, Makoto lui dit de leur demander quand il sera de l'autre côté. Cependant, après avoir poignardé une plaque de fer dans sa chemise, Taiyo le repousse d'un coup de pied et essaie de l'électrocuter. Mais il capture le coup avec ses mains nues avant d'utiliser une grenade flash pour s'échapper. Heureusement, Taiyo avait déjà extrait toutes les données, alors il se promet de découvrir toute la vérité et de protéger Mutsumi en même temps. Plus tard dans la nuit, au manoir, il télécharge toutes les données sur un ordinateur pour trouver plus d'indices. Mais après plusieurs minutes d'informations inutiles, il voit un tas de reçus pour une réservation d'hôtel. En réalisant que l'hôtel a un nom très similaire au tatouage de pissenlit que chaque membre de Tempo Poways, il décide d'aller chercher plus de réponses à l'hôtel. Le lendemain, il parvient à se faufiler sous le couvert d'un nouvel employé, et Kyoichiro l'appelle pour lui parler d'une information qu'il a reçue affirmant que Makoto s'est déjà enregistré dans une suite au sommet de l'hôtel. Après lui avoir également dit qu'il a envoyé Shinzo pour offrir du soutien, il lui souhaite bonne chance et raccroche avant de faire face à Futaba, qui lui demande alors pourquoi il est soudainement si serviable. Après avoir affirmé qu'il fait cela uniquement pour aider Taiyo à tourner la page sur ce qui est arrivé à sa famille, il lui dit de s'occuper de ses affaires et s'en va. À ce moment-là, Taiyo vient de trouver l'ascenseur, alors il essaie de monter jusqu'à la suite. Mais après s'être fait cogner la tête contre un mur, un autre employé lui dit que le dernier étage est interdit aux paysans de bas niveau comme lui. Quelques minutes plus tard, Taiyo commence à escalader l'hôtel avec une paire de gants spéciaux que Nanao lui a donnés. Mais alors qu'il s'approche du sommet, le verre commence à se fissurer alors qu'une croqueuse de diamants, importante pour l'intrigue, entame une vive dispute avec son sugar daddy parce qu'il ne la laisse pas obtenir le dernier sac Louis d'un. Après qu'elle a jeté le vase le plus lourd qu'elle puisse trouver, Taiyo tombe dans la piscine et manque de mourir d'une crise cardiaque avant d'entendre une dame dire à un des employés d'emmener sa lionne de compagnie dans sa suite. Peu de temps après, un costaud nommé Numan rejoint Makoto dans sa suite pour lui parler d'un employé suspect qui a essayé d'atteindre le sommet. Mais Makoto l'ignore pour demander s'il peut mettre une chemise qu'il vient de terminer. Après que Numan refuse, il remet le dernier lot d'une certaine drogue et promet qu'il n'y aura pas d'effet secondaire cette fois. Juste à ce moment-là, il voit la lionne d'avant leur dire de ne pas bouger. Mais après que Makoto reconnaît la voix et demande à Taiyo pourquoi il lui fait regretter la décision de lui épargner la vie, Taiyo enlève le déguisement. Le moment suivant, Numan sort un cadre entier de verre et le lance sur lui avant de tenter de l'écraser avec un coup de poing puissant. Makoto lui dit alors d'utiliser Taiyo pour tester le médicament avant de s'envoler. Après l'avoir sorti de la pochette et expliqué qu'il s'agit d'une version artificielle de la protéine qui donne à la famille de Mutsumi leur pouvoir, il se transforme en une adaptation économique du Red Hulk et commence à briser presque tous les os du corps de Taiyo. Pendant ce temps, Makoto passe un coup de fil à un mystérieux individu en robe qui vient d'apparaître devant l'hôtel. Juste au moment où Numan attrape Taiyo par le cou pour l'achever, Shinzo fait irruption dans la pièce et tire sur Numan avec un rayon plasma avant de s'armer de toutes les armes de sa poubelle high-tech. Après avoir survécu à l'explosion, Numan demande si c'est le mieux qu'un membre de la famille Yosakura peut faire. Alors Shinzo vide tous ses chargeurs sur lui avant de jeter Taiyo hors du bâtiment. Le moment suivant, Numan se précipite pour l'attaquer, mais Shinzo le retient facilement jusqu'à ce qu'il lui montre un bouton incrusté dans ses dents et dit qu'il fera exploser tout l'hôtel la semaine prochaine s'il ne recule pas. N'ayant pas d'autre choix, Shinzo arrête de se battre et finit par devenir le cobaye de Numan. Mais après quelques minutes à secouer tout l'hôtel avec ses puissants coups de poing, Numan demande pourquoi il ne veut pas simplement abandonner. Shinzo lui dit alors que devenir un mutant ne lui donnera pas la même puissance de frappe que Mike Tyson. Tout à coup, il reçoit un appel du personnel à propos d'un psychopathe qui tire dans l'hôtel, et ce psychopathe n'est autre que Taiyo. Avec l'aide de toutes les fausses munitions qu'il a pu rassembler, il effraie tout le monde dans l'hôtel au point qu'il sort des balcons sur des lits en mousse qu'il a placés à l'extérieur. En entendant que tout le monde dans l'hôtel a été évacué, Shinzo alimente un canon électrique à puissance maximale et dit qu'il est le seul capable de le tirer à cause de son recul insensé. Il déclenche ensuite une décharge et attire la foudre directement à la source avant de griller chaque vaisseau sanguin dans le corps de Numan. Il dit alors à Taiyo qu'ils peuvent rentrer chez eux, mais juste au moment où Taiyo essaie de courir pour le rejoindre, il tombe dans les bras du vieil homme en cape d'avant et le remercie pour l'aide. Au moment où il part, Shinzo apparaît pour le remercier de l'aide, mais il voit soudainement de multiples blessures sur son corps avant qu'il ne tombe et perde connaissance.
À la maison, 1 heure plus tard, Nanao a réussi à le stabiliser, alors il laisse tous Mutsumi veiller sur lui et Shinso en profite pour dire à Kyoshiro qu'il n'y a qu'une seule personne capable de retarder la réaction du corps à une telle attaque. Le moment suivant, une alarme se déclenche et cela surprend Mutsumi car ce n'est pas l'heure habituelle. Mais ensuite, Shion explique que cela ne peut signifier qu'il y a jusqu'à 1000 intrus essayant de s'introduire. À l'extérieur du manoir, une armée entière d'assassins dopés se prépare à envahir sous le commandement d'un homme nommé Yama, qui établit ensuite la communication avec Makoto pour le tenir informé. Alors qu'ils se dirigent tous vers l'entrée, ils rencontrent Goliath, qui révèle alors sa forme la plus puissante avant de les traiter comme ses jouets à mâcher. Après que Futuba et les autres rejoignent le combat, Yama envoie une unité pour défoncer la porte d'entrée, mais il trouve Kyoshiro qui les attend sur les marches et font l'erreur de penser qu'ils peuvent tous s'occuper de lui. Utilisant ses toiles de fer, il immobilise le premier groupe tandis que Goliath déchiquette autant qu'il peut en mordre. Le moment suivant, Yama décide de prendre les choses en main et s'excuse à l'avance avant de se lancer dans les airs et de briser la mâchoire de Goliath avec un coup de poing puissant qui les envoie tous les deux s'écraser à travers la porte d'entrée. Kyoshiro promet alors de rendre sa mort lente et douloureuse avant de réaliser soudainement que quelqu'un brouille leur communication. Le moment suivant, Momo active le mode de verrouillage, enfermant Yama à l'intérieur du manoir avec Mutsumi et Taiyo toujours à l'intérieur. Après avoir dit à Futaba de ne pas s'inquiéter parce qu'ils veulent absolument Mutsumi vivante, Kyoichiro décide d'aller trouver Momo pour récupérer la bague qu'il utilise pour prendre le contrôle du manoir. Au moment où Kyoichiro trouve Momo, qui s'avère être leur père, Yama coupe l'électricité dans tout le manoir, laissant Mutsumi dans un état de confusion car elle n'a aucune idée de comment empêcher les signes vitaux de Taiyo de s'effondrer. En remarquant que son pouls chute rapidement, elle se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec sa mère des années auparavant sur le pouvoir de leur sang et trouve rapidement une aiguille pour commencer une transfusion. Quelques instants plus tard, son sang commence à couler dans ses veines, mais alors qu'elle essaie de le réveiller avec sa voix, Yama trouve la pièce et bondit. Le moment suivant, Taiyo se réveille et le repousse facilement avec ses nouvelles capacités. Yama le remarque et essaie toujours de le maîtriser avant qu'il n'atteigne sa force maximale, mais Taiyo le frappe facilement à travers le mur et continue d'éviter tous ses mouvements avant que le sang de Mutsumi ne fasse soudainement s'effondrer son système nerveux. Alors que Yama s'approche lentement pour l'achever, Mutsumi le serre dans ses bras pour aider à contrôler les effets de son sang. Et quand il lui dit de se sauver à la place, elle lui répond qu'il n'y a nulle part où aller à cause du confinement. Après avoir sorti une arme et dit qu'elle préfère partir avec lui plutôt que de laisser son cœur tomber entre de mauvaises mains, elle essaie de l'embrasser à nouveau, mais Yama la jette de côté pour lui écraser la tête. Cependant, Taiyo finit par comprendre juste à temps et perce un trou dans le système digestif de Yama. Alors que le wannabe Hulk fait un voyage vers l'au-delà, Kyoichiro demande à Momo pourquoi il est allé aussi loin juste pour forcer Mutsumi à se retrouver dans une situation où elle n'aurait pas d'autre choix que d'injecter son sang à Taiyo. Après avoir dit qu'il voulait juste s'assurer que sa fille est un mari fort, il lui souhaite bonne chance et se tourne pour partir. Mais Kyoichiro déchaîne une compétence puissante avec ses toiles et détruit presque toute la forêt. Cependant, Momo attrape nonchalamment toutes les toiles et rappelle à Kyoichiro que c'est lui qui lui a tout appris. Malgré cela, Kyoichiro parvient tout de même à récupérer la bague. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il trouve Shinzo et Nanao essayant de retenir Taiyo, qui semble avoir perdu la tête. Après avoir expliqué que le sang de Mutsumi est encore un peu trop pour son esprit, il maintient Taiyo en place avec ses toiles et place les écouteurs de Shion sur sa tête avant de dire à Mutsumi de le sauver de la folie avec sa voix. Ils essaient tous immédiatement de l'arrêter et rappellent à Kyoichiro ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle a essayé de chanter, mais il les ignore et se prépare à l'encourager. Mutsumi effraie alors la faune locale avec ses cordes vocales démoniaques et sort Taiyo de sa folie. Après s'être réveillé avec des crampes incroyablement douloureuses le lendemain, Taiyo se prépare pour l'école et dit à Mutsumi qu'il doit y aller pour que les autorités scolaires ne découvrent pas ses activités parascolaires. Lorsqu'elle demande s'il peut y aller avec Nanao, il demande si la monstruosité de 2 mètres qu'elle appelle son petit frère va réellement à l'école avec un seau sur la tête. Mais ensuite, elle dit à Nanao de révéler sa véritable forme. Après s'être injecté une substance mystérieuse, Nanao revient à son corps normal, laissant Taiyo figé de stupeur. En route pour l'école quelques minutes plus tard, il explique que son état habituellement muté est ce qui empêche son ADN instable de dérailler et dit qu'il ne revient à un corps normal que pour l'école. Juste à ce moment-là, ses oreilles commencent à muter, mais il dit à Taiyo de ne pas s'en inquiéter. Peu de temps après, Taiyo retrouve ses amis pour aller en cours. Mais ensuite, Taiyo l'appelle pour venir au laboratoire de biologie. Quelques instants plus tard, il arrive et voit le corps de Nanao devenir incontrôlable.
Alors, il essaie immédiatement de l'aider à se relever, mais Nanao prétend que ce n'est pas grave avant de lui montrer comment injecter un autre liquide pour le maîtriser. Juste à ce moment-là, une fille nommée Rin entre avec un piton autour du cou et demande s'il se sent bien, s'approchant dangereusement pour vérifier sa température. Après avoir provoqué la mutation de son Excalibur, elle s'en va tranquillement et agit comme si Taiyo n'existait même pas. Nanao lui dit alors qu'elle ne se soucie que des animaux, avant de lui montrer un médicament spécial qui le maintiendra en permanence dans un état muté. Il explique en outre qu'il n'y a aucun intérêt à lutter contre son corps, mais juste au moment où il essaie de s'injecter, Taiyo l'arrête et ses yeux se transforment en chute du Niagara avant de promettre de l'aider à mener une vie normale jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler sa mutation. Alors qu'il passe le reste de la journée à injecter à Nanao des drogues contrôlées, Rin retourne au laboratoire pour nourrir les animaux, mais son python avale une des pilules de Nanao et devient une réincarnation d'Orochimaru. Quelques instants plus tard, Nanao essaie de profiter d'une séance d'acupuncture de Taiyo, mais après l'arrivée de deux des meilleurs amis de Rin, ils entendent des cris et descendent en courant au laboratoire. En voyant le corps inconscient de Rin et une des écailles du python, Nanao réalise ce qui s'est passé et se blâme. Mais ensuite, Rin se réveille et sort immédiatement pour sauver le python qui a failli la prendre pour un encas rapide. Taiyo promet alors de garder tous les autres animaux en sécurité, donc Nanao suit Rin jusqu'à la salle des serveurs pour attirer le python. Au moment où il se révèle et ignore les rays pour la manger à la place, Nanao accepte ce qui doit être fait et la remercie pour tout le temps passé ensemble, avant de transformer sa main et de laisser le python mordre dedans pour que ses cellules puissent annuler la mutation. Le moment suivant, il sort en courant et Taiyo l'aide à monter sur le toit malgré son apparence de quelqu'un qui s'est fait piquer par tous les insectes d'Australie. Après l'avoir remercié pour son aide, Nanao dit qu'il n'y a aucun intérêt à être normal puisque Rin a déjà vu sa véritable forme et pousse Taiyo de côté pour qu'il ne puisse pas l'arrêter. Malgré cela, Taiyo frappe la seringue avec sa paume et l'attire pour un câlin afin de l'aider à reprendre le contrôle. Il lui rappelle ensuite la promesse qu'ils ont faite plus tôt, alors Nanao accepte de continuer à se battre pour sa vie normale, avant qu'ils ne réalisent tous les deux que Rin attend patiemment la fin de leur bromance. Après avoir ramassé son salamandre, elle dit à Nanao qu'elle n'a pas de problème avec sa métamorphose, ce qui leur fait réaliser qu'elle vient de le classer comme un insecte. Elle dit aussi à Taiyo qu'elle vient de remarquer à quel point il est proche de Nanao, ce qui les amène à penser qu'elle pourrait connaître la vérité sur la famille. Mais ensuite, elle demande pourquoi il n'a pas simplement dit qu'il voulait rejoindre le club avant de l'entraîner pour remplir un formulaire d'adhésion. Quelques jours plus tard, Mutsumi interrompt la séance d'entraînement de Taiyo avec Shinzo pour leur parler de l'invitation qu'elle a gagnée pour un hôtel de source chaude spécial pour espions dans le monde souterrain. De retour au manoir, quelques minutes après cela, Kyoshiro exprime son enthousiasme à l'idée de voir enfin à quel point ses gâteaux ont grandi, seulement pour voir ses espoirs anéantis lorsque Futaba lui rappelle une mission importante à laquelle il doit s'occuper immédiatement. Après que Mutsumi promet de s'assurer qu'il ne manquera pas le prochain, il retrouve son enthousiasme et s'enfuit, mais revient soudainement pour dire à Taiyo qu'il n'hésitera pas à découper ses noix comme du foie haché, s'il pense même à faire des folies à l'hôtel. Des heures plus tard, ils montent tous dans un van familial, mais Shinzo s'inquiète de la route étrange qu'ils empruntent et demande à Shion si ses cartes fonctionnent vraiment. Après qu'elle lui ait dit de ne pas s'inquiéter, ils plongent d'une falaise et commencent immédiatement à dire leur dernière prière après être tombés dans l'eau. Mais Shion active le mode sous-marin du van avant d'expliquer qu'ils ne peuvent pas atteindre l'hôtel par une route normale. Après une plongée profonde dans l'océan, ils localisent enfin l'hôtel, mais au moment où ils arrivent à la réception, le chef d'un gang les reconnaît et se met immédiatement en position pour un combat. Juste au moment où Taiyo se précipite pour l'attaquer, une fille de la même taille que les nains de Blanche-Neige intervient et rappelle au chef du gang que les combats sont interdits dans l'hôtel. Pour une raison quelconque, il recule immédiatement et Emma procède à accueillir Mutsumi et les autres avant de saluer correctement Taiyo puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Quelques minutes plus tard, ils s'installent tous dans leur chambre, mais après que Futaba attaque Shion pour avoir essayé de regarder du porno, elle s'approche de Mutsumi et prétend connaître la vraie raison pour laquelle elle voulait faire le voyage, avant de l'assurer que Taiyo comprendra quand elle lui dira la vérité. Au coucher du soleil, ils se retrouvent tous dans la salle à manger pour le dîner. Mais le chef de gang d'avant revient pour faire une crise et renverse accidentellement sa bière sur Futaba. Alors que toute la salle devient soudainement silencieuse pour observer sa réaction, elle perd complètement le contrôle à cause du taux élevé d'alcool dans son système et se déchaîne, alors Taiyo ramène Mutsumi dans sa chambre pour sa sécurité. En voyant la baignoire dans sa chambre, il décide d'aller prendre une douche dans la sienne, mais elle l'arrête et lui demande s'ils peuvent partager le bain à la place. Pendant ce temps, Koichiro vient d'arriver et dit à Emma que la mission était étonnamment facile avant qu'elle ne le conduise à la salle à manger. Quelques instants plus tard, Mutsumi rejoint Taiyo dans le bain et après avoir remarqué son comportement étrange, elle lui rappelle qu'ils sont mariés avant de se lever soudainement pour lui montrer sa poitrine.
Il demande immédiatement ce qu'elle fait, mais après avoir remarqué une cicatrice entre ses seins, elle lui dit que Tanpopo l'a kidnappé une fois et a essayé de lui voler son cœur. Cependant, Momo est apparue pour la sauver, mais a abandonné la famille après ce jour-là. Elle continue ensuite à lui parler de tout le plan qu'il a concocté avec Tanpopo juste pour qu'elle l'infuse avec son sang et s'excuse de l'avoir impliqué dans une famille aussi dysfonctionnelle. Cependant, Taiyo la rapproche et propose d'aller voir son père avant de dire qu'il a pleinement accepté tout ce qui vient avec sa famille. Le moment suivant, Koichiro jette ce qui reste de Shinzo dans la piscine et rappelle à Taiyo sa promesse de lui déchiqueter les noix s'il essayait de faire quelque chose de sacrilège. Juste au moment où il essaie d'attaquer, Futaba arrive avec tous les assassins de l'hôtel pour qu'ils puissent se venger de lui avec une bataille d'oreillers, et après des heures de combat, ils parviennent tous à vaincre le redouté obsédé par sa sœur. Quelques semaines plus tard, Sui et Oga s'introduisent dans l'un des laboratoires de Makoto, espérant enfin l'attraper. Mais ils sont pris par surprise par une bombe mortelle tandis que Makoto observe de l'autre côté avant d'aller discuter avec une dame aux cheveux blancs. Au manoir Yosakura le lendemain, Mutsumi se sert une tasse de thé et se demande comment le plan de Taiyo pour voir son père se déroulera avant que Goliath n'apparaisse pour la réconforter. Quelques instants plus tard, Ayaka arrive pour lui donner un briefing sur tout le travail que ses frères et sœurs ont consacré à la traque de Makoto et dit qu'ils ont seulement réussi à découvrir les itinéraires que son organisation utilise pour transporter de grandes quantités du substitut modifiant les gènes qu'il a créés. Après l'avoir remercié pour la mise à jour, Mutsumi la récompense avec une sieste sur ses cuisses avant de commencer à s'inquiéter pour la sécurité de Taiyo. Pendant ce temps, Makoto vient de rencontrer Momo dans l'un des trains de son organisation pour discuter d'un nouveau plan. Juste à quelques wagons d'eux, Taiyo transforme son nouveau travail d'agent de bord en séance de cardio en courant à travers le train, s'occupant de presque tous les clients qui continuent de se plaindre de ne pas pouvoir voir ou sentir correctement leur nourriture. Après avoir sauvé un garçon qui a réussi à monter sur le toit du train, il laisse tomber son arme et perd presque sa motivation à trouver quelque chose qui pourrait le mener à Makoto. Mais en se rappelant qu'il doit accomplir la mission pour le bien de Mutsumi, il retourne à l'intérieur et voit la fille aux cheveux blancs d'avant sur le point de tomber. Après l'avoir remontée, Yuki lui tend son pistolet et dit qu'elle l'a vu tomber avant de se présenter à lui. Il la remercie alors de l'avoir sauvée et, après avoir promis de lui offrir un verre de vin, il part aider une dame qui n'arrête pas de se plaindre de sa fenêtre et du risque d'étouffement par la fumée. Juste au moment où il essaie d'expliquer que le train a une locomotive à vapeur, il se souvient de la plainte étrange que presque tous les passagers ont formulée et active un détecteur de poison avant d'apprendre que le train a été modifié pour produire une fumée incolore qui affecte l'essence. Après avoir couru jusqu'au wagon central, il utilise son arme pour ouvrir toutes les fenêtres, ce qui permet à toute la fumée de se dissiper. Le moment suivant, il voit Makoto avec Momo et s'approche pour dire bonjour à son beau-père, en menaçant de lui faire sauter la cervelle s'il fait un seul pas. Juste à ce moment-là, Yuki arrive pour le saluer à nouveau et Momo se met soudainement derrière lui, alors il essaie de tirer, mais se fait envelopper par les cheveux de Yuki. Makoto lui dit alors qu'elle est la seule personne vivante à avoir atteint une compatibilité de 100% avec son sang synthétique Yosakura. Il explique en outre que toutes les informations qu'ils ont reçues ont été intentionnellement divulguées pour l'attirer, car Tanpopo a besoin de comparer les données d'un combat entre quelqu'un amélioré par le sang Yosakura et Yuki. Après l'avoir remercié d'avoir été assez stupide pour tomber dans leur piège, il part avec Momo et Yuki essaie immédiatement de l'étouffer, mais il parvient à se libérer avec ses nouveaux pouvoirs avant de se lancer pour la neutraliser. Malgré toutes ses esquives, elle le chasse toujours comme une mouche domestique sans valeur et décide nonchalamment de lui donner un cours accéléré sur son histoire avec Asakura. Après avoir sorti une photo d'il y a 10 ans, lorsqu'elle était sur le point de mourir à cause d'un cancer, elle explique comment le médicament l'a aidée à survivre, avec la seule exception qu'elle n'avait que 10 ans car le médicament ronge lentement les cellules humaines normales. Elle lui montre ensuite la mort douloureuse qui attend les gens comme elle qui parviennent à atteindre une compatibilité totale. Et quand il lui demande pourquoi elle s'infligerait une telle vie, elle lui rappelle qu'elle était pratiquement déjà morte avant le médicament et affirme être heureuse de pouvoir au moins servir l'organisation une dernière fois en leur donnant les informations dont ils ont besoin pour abattre Mutsumi et toute sa famille. En entendant cela, Taiyo se concentre pleinement, alors il déverrouille la version améliorée de son arme pour exaucer son souhait d'avoir un dernier combat. Après avoir mobilisé et recruté chaque fibre musculaire de son corps pour une attaque puissante, il coupe ses cheveux, mais elle les régénère facilement et le repousse avant de déclencher une rafale d'attaques sans fin. L'instant d'après, elle commence à communiquer avec lui en code Morse, mais le fait trop rapidement pour que quiconque sent le sang Yosakura puisse le voir. Il est confus par cela jusqu'à ce qu'elle lui dise que Makoto ne peut tout simplement pas découvrir qu'elle veut révéler comment elle est liée à la mort de sa famille. Alors qu'il reste figé de choc, elle l'emmène dans ses souvenirs jusqu'à son anniversaire il y a 10 ans, quand elle était encore alitée dans les derniers stades du cancer.
Ses parents étaient passés pour célébrer en lui offrant une belle paire de boucles d'oreilles, et après les avoir remerciés, Makoto est arrivé pour leur annoncer qu'il pouvait s'attendre à de bonnes nouvelles du nouvel essai clinique qu'il allait lui faire subir. Après l'avoir remercié et s'être ému, ses parents ont quitté l'hôpital, mais ont continué à prendre de ses nouvelles jusqu'à quelques mois plus tard, lorsqu'elle a finalement été autorisée à sortir et était en assez bonne santé pour vivre une vie normale. À peine un mois après cela, elle est allée à un contrôle avec Makoto et lui a raconté tous ses progrès avant qu'il ne décide soudainement de lui montrer quelque chose. Lorsqu'ils sont arrivés dans un laboratoire rempli des cadavres desséchés qu'il avait injectés avec Asakura avant elle, elle est tombée à genoux d'horreur et a demandé si les parents de Taiyo étaient au courant du plan. Cependant, il lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'était déjà assuré qu'ils mourraient tous en étant les citoyens exemplaires qu'ils avaient consacré leur vie à devenir. Après avoir affirmé que Makoto l'avait manipulé en prétendant que sa recherche était importante pour sauver la vie de millions de personnes comme elle montre à Taiyo les boucles d'oreilles que ses parents lui ont données et dit qu'il y a des dispositifs GPS à l'intérieur des deux qu'il peut utiliser pour localiser la cachette de Makoto quand le moment sera venu. Pour s'assurer qu'il ne soupçonne rien, elle reprend le combat et projette Taiyo à travers le toit. Mais il devient soudainement fou et attaque. Avec le sang de Mutsumi doublant sa force à chaque seconde, Makoto s'excite. Mais après que Momo lui ait dit qu'une frénésie aveugle ne fera que blesser Taiyo, Yuki le capture et dit qu'il ne pourra jamais protéger sa nouvelle famille s'il n'apprend pas à contrôler sa rage. Cela lui fait se rappeler de tout son traumatisme de l'accident et du chemin parcouru depuis. Alors, il se renforce à nouveau pour se libérer avant de se couper la cuisse pour faire couler un peu de sang, ce qui le fait perdre le contrôle. Avec son état mental stabilisé, il canalise tout ce qui lui reste pour une attaque finale. Mais cette fois, il la tranche facilement en deux. Elle accepte immédiatement son sort et s'excuse pour tout après être tombée dans ses bras. Mais après avoir dit que ce qui s'est passé n'est pas de sa faute, il lui dit que ses parents lui ont beaucoup parlé d'elle avant qu'elle ne succombe à ses blessures. Alors que Taiyo se souvient qu'il doit encore arrêter le train, un énorme bras de loup apparaît soudainement derrière lui et déchire son dos. Mais le véritable choc survient lorsqu'il voit que l'attaque vient d'une fille nommée Ai. Juste à ce moment-là, un autre monstre mutant nommé Mizuki lui rappelle de toujours viser la tête et lui frotte la tête pour avoir réussi à lui porter un coup puissant. Au moment où il attrape le cou de Taiyo pour brûler sa gorge avec des cellules remplies de poison, Futaba arrive avec Ren pour l'aider. En les voyant, Ai saute immédiatement sur la voie et ignore les avertissements de Mizuki de revenir. Elle essaie alors de porter un coup encore plus fort à Ren, mais finit par être projetée par l'aura incroyablement puissante qui s'échappe de son corps. Mizuki décide de s'occuper des feuilles en libérant le gaz toxique mortel scellé dans son ADN, mais avec l'aide de Ren, Futaba le dissout facilement avant de faire exploser le train et de sauver Taiyo. Alors Mizuki décide de battre en retraite avec Ai dans le corps de Yuki. Le lendemain, sur une île secrète, Makoto rassemble son escouade de mutants pour une fête avant son grand plan. Pendant ce temps, Rin vient de convoquer une réunion avec toute la famille pour leur parler de l'emplacement de l'île, qu'ils ont pu découvrir grâce à la boucle d'oreille que Taiyo a prise du corps de Yuki. Après qu'ils aient tous accepté de mener une mission invasive conjointe pour mettre fin une fois pour toutes à tous les plans de Makoto, Taiyo décide d'améliorer ses compétences avec quelques jours supplémentaires d'entraînement intensif, et tout le monde prend l'initiative de commencer également à se préparer. Plus tard dans la journée, Taiyo essaie de rendre son arme et trouve Ban dans son tiroir avant que Keiko n'apparaisse également pour s'assurer qu'il ne va pas trop loin. Il se dirige vers le terrain d'entraînement et Ban passe la majeure partie de la semaine à pousser le corps de Taiyo à sa limite absolue. 2 jours avant la mission, il décide de lui apprendre à contrôler pleinement le sang Yozakura qui coule dans ses veines. Et Taiyo est excité de voir ce qu'il a prévu, pour finalement recevoir une leçon de salsa extrêmement piquante. Après quelques minutes à le faire tournoyer, il jure que rien de tout cela n'est pour son propre amusement avant de tirer soudainement sur Taiyo en plein visage à bout portant. Mutsumi court immédiatement pour vérifier son état et après avoir vu qu'il a réussi à le bloquer à la dernière milliseconde avec son épée, Ban s'excuse de l'avoir cassé. En voyant des signes d'activation complète dans son deuxième œil, il tire soudainement sur Mutsumi. Encore une fois, Taiyo le bloque, mais avec sa main nue cette fois. Et après que Ban explique sa capacité à durcir toutes ses cellules à volonté, Taiyo menace de lui tailler le visage s'il refait quelque chose d'aussi dangereux. Le moment suivant, Ban s'excuse et dit que c'était une blague qu'il avait planifiée avec l'aide de Mutsumi, qui portait du matériel pare-balles tout le temps. La nuit suivante, ils se rassemblent tous autour du cerisier de la famille pour un grand festin familial et passent toute la nuit à se livrer à d'innombrables activités pour se changer les idées de la mission presque impossible qu'ils doivent entreprendre. Après plusieurs heures à faire les idiots, Mutsumi monte sur scène pour les informer du plan de mission. Et dès qu'elle termine son discours pour remonter le moral des troupes, Kyoichiro entraîne Taiyo à l'endroit où ils ont enterré leur mère avant de lui dire que son corps n'est pas vraiment là.
Il dit ensuite qu'après sa disparition la nuit où Mutsumi a été attaqué, Tanpopo a soudainement commencé à faire beaucoup de progrès avec leurs recherches et la production de Hazakura, ce qui ne peut signifier qu'ils ont utilisé son corps. Quand il dit qu'ils doivent tous les deux le récupérer secrètement sans le dire à personne, Taiyo demande pourquoi il lui ferait confiance pour mener à bien une mission aussi importante. Kyoshiro dit alors que les autres pourraient perdre le contrôle de leurs émotions s'ils apprennent que Makoto a expérimenté avec le corps de leur mère. Juste au moment où il rapproche le visage de Taiyo pour expliquer les techniques de torture qu'il lui infligera s'il parle à Mutsumi, Futaba l'attaque et demande s'il veut maintenant s'amuser avec Taiyo avant de l'entraîner. Au moment où le soleil se lève le lendemain, ils atteignent tous l'espace aérien au-dessus de l'île, et Makoto, qui vient de se réveiller, la prend de Chacha, un nerd dont le cerveau a muté et qui sert maintenant de système informatique incroyablement laid, gérant toute la cachette. Après que Keiko leur ait souhaité bonne chance pour la mission, ils montent tous sur le dos de Goliath et foncent directement vers l'entrée tandis que Shan essaie de pirater le système et reçoit un accueil peu amical de Chacha. À ce moment-là, Makoto vient d'apprendre qu'une fille nommée Akai est déjà montée pour accueillir leurs invités, alors il est excité de la voir enfin utiliser ses capacités au maximum. Au moment où Goliath et les autres la repèrent à l'entrée, elle invoque une main de feu mortel pour les rôtir en plein vol. Mais Futaba retourne l'attaque contre elle et fait exploser l'entrée dans le processus. Après que Taiyo et les autres soient entrés, elle remarque une flotte de renforts qui arrive avant qu'Akai n'essaie de la faire exploser à nouveau. Une fois qu'ils se retrouvent face à face, alors qu'elle dévie facilement une autre des explosions d'Akai, Makoto dit ensuite à Chacha d'appeler plus de renforts. Mais il dit que cela ne sera plus possible car Keiko vient de détruire tous leurs émetteurs de signal. En entendant cela, Onuma décide d'aller rejoindre le combat, et quand Ai exprime son inquiétude pour lui, il lui dit de garder ses larmes pour quelqu'un d'autre car il prévoit de s'enfuir si les choses tournent mal. À ce moment-là, Akai en a déjà assez du regard suffisant de Futaba, alors elle décide d'activer complètement le Hakozura dans son système avant de déclencher une puissante explosion qui couvre toute la région. Cette vague de chaleur soudaine atteint un point où Shion commence à avoir du mal à lire les signatures thermiques des autres, mais Futaba écarte facilement les flammes à nouveau. Alors qu'Akai décide de continuer jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, Taiyo et les autres essaient de se frayer un chemin à travers une horde sans fin de sbires mutants avant de recevoir une visite surprise de Kurosawa, un autre monstre mutant qui manipule ensuite son corps d'acier pour les attaquer. Alors que Shinzo décide de riposter avec son approvisionnement infini de balles, Futaba dit à Akai de songer à abandonner pour ne pas infliger de dommages permanents. Mais Akai refuse, alors elle active pleinement son sang Yozakura. En voyant cela, elle se souvient quand Makoto lui a dit qu'il serait inutile de combattre quelqu'un de la famille Yozakura s'il se donne à fond, mais elle décide quand même de se battre et charge une flèche enflammée pour tester la force de Futaba. Après avoir capturé la flèche avec désinvolture et l'avoir éteinte comme une bougie, Makoto dit à Akai de battre en retraite car une autre explosion ferait brûler son corps, mais elle l'ignore et affirme n'avoir plus rien pour vivre avant de déclencher la plus puissante explosion de flammes qu'elle puisse rassembler. Malgré cela, Futaba bloque tout facilement tout en se rapprochant, et lorsqu'elle finit par être assez proche pour l'arrêter, Akai libère plus de flammes. Au lieu d'exaucer son souhait de tout terminer, Futaba souffle les flammes qui brûlent son corps et lui dit de se reposer un peu sur ses épaules avant d'appeler Shion, qui finit par pirater la plupart des structures de la base. Après avoir localisé l'étage avec les sujets de test, elle dit à Nanao et Kengo d'aller les sauver. Mais après avoir remarqué la direction qu'ils prennent, Makoto envoie Onuma pour les arrêter. Au moment où il s'approche suffisamment pour libérer ses pouvoirs de niveau 0 absolu, Kengo déploie une vingtaine de clones pour le distraire. Alors Makoto décide de faire éliminer tous les sujets de test par Kurosawa, afin qu'aucune de ces informations ne soit divulguée. Aya essaie immédiatement de le dissuader parce que certains des sujets de test sont ses amis, mais Mizuki lui rappelle rapidement qui est le patron. Le moment suivant, Kurosawa reçoit l'ordre et traverse les sbires travaillant pour eux pour atteindre les sujets de test, mais Shinzo sort soudainement une nouvelle arme qui parvient à percer ses cellules de fer. Cela surprend Kurosawa, car personne n'a jamais réussi à l'attaquer avec succès, alors il décide de finir Shinzo en premier. Cependant, ils sont soudainement séparés par les murs, et alors qu'ils commencent immédiatement à percer, Shion dit à Shinzo de reculer parce que Kurosawa pourrait être trop pour lui. Après qu'il refuse et dit qu'il est prêt à activer pleinement son sang si nécessaire, elle essaie de le faire changer d'avis, mais Ayaka commence à l'encourager, et dit à Shion de croire en lui parce qu'elle a vu la quantité de travail qu'il a mis dans la préparation de la mission. Une fois que Kurosawa passe, ils reprennent le combat et Shinzo garde facilement l'avantage, jusqu'à ce que Kurosawa décompose ses cellules pour couvrir tout le sol et transperce son bouclier pour infliger des blessures mortelles.
Alors que son corps commence à atteindre des niveaux critiques, Shinzo se souvient de la peur qu'il a ressentie après avoir activé son sang pour la première fois et du discours que sa mère lui a donné sur l'importance de la véritable force. Le moment suivant, il traverse l'attaque de Kurosawa et s'excuse à l'avance s'il dépasse un peu les limites avant d'activer pleinement ses pouvoirs. Après qu'il utilise une seule attaque pour briser les bras de Kurosawa, Iron Man remarque qu'il ne peut plus se régénérer. Alors Shinzo explique que c'est un effet secondaire courant lorsqu'on affronte une horreur au-delà de son niveau de compréhension. Pour une raison quelconque, cela ne fait qu'augmenter la soif de victoire de Kurosawa, et après quelques secondes d'échange de coups, il remarque que le sang de Shinzo peut l'aider à se régénérer. Au moment où il prend un coup direct sur son bras en sang, Shinzo le remercie d'avoir libéré le sang et procède calmement à lui trancher la tête avant d'appeler les autres pour leur dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de l'Iron Man à petit budget. Juste à ce moment-là, un autre groupe de sbires le repère, mais alors qu'ils essaient d'attaquer, leur tête explose. Après que Makoto ait dit à Chacha qu'ils auraient dû installer les bombes dans chaque sujet de test, Chacha demande s'il est vraiment nécessaire de tous les faire exploser après des années de recherche, et Makoto répond en disant qu'ils sont tous sans importance pour lui tant qu'il a la mère de Mutsumi. De retour dans l'hélicoptère, Shion réalise enfin ce que Makoto a prévu et leur dit qu'il a stocké plusieurs tonnes de Hazakura au point le plus bas de la base avec l'intention de tout faire exploser une fois la capacité maximale atteinte. Elle explique en outre comment il prévoit de contaminer les océans et de laisser le temps à la substance de se répandre vers les régions côtières, d'où une nouvelle vague d'humanité émergera après des années de sélection naturelle. Après avoir dit qu'ils ont 30 minutes pour arrêter l'explosion, elle essaie de pirater à nouveau le système. Mais Chacha prend le contrôle de son casque à la place et dit qu'il sait qu'elle dépend de la source d'énergie de son ennemi pour prendre le contrôle total de leur système. Juste à ce moment-là, Onuma éteint la dernière source d'énergie et Chacha se prépare à faire exploser l'esprit de Chien avec le sien. Mais à la dernière seconde, Kengo active l'une des sources d'énergie et dit à Chien de ne pas s'inquiéter avant de déployer ses clones pour échapper à Aonuma. Avec l'aide de Chien, il parvient à allumer toutes les sources d'énergie, mais juste avant d'atteindre la dernière, Onuma active son Hazakura et l'atteint juste à temps pour l'affrontement final. À ce moment-là, Chien crée une coupure de courant momentanée, et Kengo l'utilise immédiatement pour révéler son clone d'Onuma avant de semer la confusion entre lui et Chacha afin qu'il cesse de se faire confiance. Après que Kengo décide d'activer pleinement ses pouvoirs, Chien atteint sa capacité maximale avec le casque et active également le sien. Le moment suivant, Kengo trouve l'original Onuma et commence à lui raconter chaque détail de son enfance misérable, le faisant complètement perdre pied. Alors qu'Onuma essaie de l'étrangler, il le ramène à ce qu'était la vie dans les rues avec sa grand-mère avant qu'elle ne se sacrifie une terrible nuit d'hiver pour le garder au chaud. Ce souvenir de ce jour-là fait qu'Onuma perd progressivement le contrôle de ses émotions, mais Kengo utilise cela comme une opportunité pour faire appel à son humanité jusqu'à ce qu'il décide finalement d'abandonner le côté obscur et s'excuse auprès de Chacha. À ce moment-là, Chacha réalise qu'il est observé par une intelligence supérieure. Alors, Chien lui dit de ne pas être si surpris et qu'il aurait dû essayer de se faire une vie tant qu'il en avait l'occasion. Après qu'elle l'ait fait exploser avec la salle de contrôle, Kyoichiro et Taiyo arrivent au dernier étage et enfoncent la porte pour rencontrer Makoto, qui les attendait pour l'affrontement. Quand Makoto affirme qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour sauver qui que ce soit, Taiyo s'énerve. Mais Kyoichiro lui dit que c'est un piège pour le faire combattre parce que son corps est piégé pour déclencher l'explosion si des dommages sérieux lui sont infligés. En entendant cela, Makoto le félicite d'avoir compris, mais dit qu'il n'aurait jamais pu rien faire de toute façon parce que Nanao vient d'être capturé. Il y a quelques secondes, il venait d'aider les sujets de test à s'échapper quand Ai l'a attaqué et Mizuki a suivi de près pour les assommer tous avec son gaz toxique. Après avoir neutralisé le poison avec son ADN, Nanao essaie de le raisonner et promet que ses recherches peuvent le libérer de la nécessité de dépendre de Hazakura pour vivre afin qu'il puisse facilement réintégrer la société. Mais Mizuki refuse l'offre et dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec une société qu'il a laissé pourrir dans un lit d'hôpital. Après qu'Ai l'attaque à nouveau, Mizuki commence à s'injecter de fortes doses de poison dans le corps. Alors qu'il souffre, Taiyo fulmine et essaie de trouver un moyen de se battre jusqu'à ce que Sui et Oga arrivent pour arrêter Mizuki et Ai. Après que Kyoichiro ait également entendu Rin, qui vient d'arriver pour se battre aux côtés de Futaba, Taiyo redevient optimiste et décide de concentrer toute son attention sur Makoto. De retour au laboratoire de recherche, Ai perd soudainement le contrôle et lance une rafale d'attaques sur Sui et Oga tout en leur disant de ne pas lui enlever son seul foyer. Alors que Mizuki décide de continuer à empoisonner Nanao, il décide d'activer pleinement ses pouvoirs et recouvre toute la pièce d'orbe cristallisée qui annule immédiatement tout le poison qu'il a déjà libéré. Après avoir neutralisé le poison dans son bras également, Oga l'appelle pour venir voir Ai parce qu'elle s'est soudainement effondrée.
en y regardant de plus près, Sui affirme avoir vu sa réaction chez d'anciens sujets de test juste avant qu'il ne perde la vie. Il lui attrape immédiatement la patte pour essayer de drainer les effets de Hazakura. Mais son état s'aggrave, alors Mizuki lui dit qu'ils doivent équilibrer ses cellules avec quelqu'un ayant une composition génétique similaire. Alors qu'il commence à transférer certaines de ses cellules mutées en elle, cela la guérit lentement, mais Nanao remarque que cela signifierait aussi sa mort. Mizuki en profite alors pour leur raconter comment lui et Makoto l'ont trouvé dans un foyer abusif et ont veillé à ce que sa mère ne puisse plus lui faire de mal avant de la recueillir. Cependant, en raison de l'addiction de Makoto à se débarrasser des gens qu'il ne trouvait pas utiles, il a toujours veillé à la garder effrayée pour s'assurer qu'elle serait assez forte pour survivre. En entendant cela, Ai le supplie de rester, mais il s'excuse rapidement de l'avoir effrayée et promet qu'elle n'a plus besoin d'impressionner qui que ce soit avant de se réduire à rien. Juste à ce moment-là, Shion déconnecte le corps de Makoto du mécanisme de détonation, alors Taiyo essaie de le fumer avec une puissante explosion, mais il la traite comme une simple douche chaude. Juste au moment où il essaie de déclencher la bombe avec son téléphone, Kyoichiro découpe son corps en morceaux, mais dit à Taiyo de rester vigilant car Makoto est apparemment assez puissant pour se réassembler. Après qu'il ait dit que Shion a trouvé des informations suggérant qu'il est en vie depuis plus d'un siècle, Makoto l'admet et dit qu'il a commencé à faire des recherches sur leur famille après la Seconde Guerre mondiale. Après avoir dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter, il laisse tomber un doigt et libère une monstruosité composée de répliques de tous ceux qu'il a jamais modifiés et se dirige vers la dernière chambre pour déclencher la bombe lui-même. Cependant, Kyoichiro utilise ses toiles pour lancer Taiyo à travers la bête afin qu'il puisse se concentrer sur la défaite de Makoto. Après que Shion lui ait dit de retenir Makoto pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle du système de détonation, Taiyo le force au sol et promet de s'assurer qu'il échoue. Mais Makoto le poignarde soudainement en plein ventre et injecte des doses mortelles de poison dans son système. Le moment suivant, il utilise le pouvoir Yozakura qu'il a volé à la mère de Mutsumi pour embrouiller l'esprit de Taiyo avec des images de son passé. Après avoir drainé presque toute son énergie, il le plaque contre le mur et continue de lui injecter encore plus de poison. Mais Taiyo parvient tout de même à riposter et lui coupe les membres. Cependant, Makoto les régénère facilement avant d'activer les cellules toxiques qu'il a implantées dans le corps de Taiyo pendant le combat. Alors que sa force vitale s'épuise lentement, Makoto électrocute ce qui reste de ses cellules cérébrales et décide de lui faire un dernier discours pour justifier sa mission de mutation de la planète entière. Juste à ce moment-là, Mutsumi sent le pouls décroissant de Taiyo à travers sa bague, alors elle la tient près de son cœur et lui transfère un peu d'énergie. Quelques instants plus tard, Makoto termine son discours et décide de mettre fin aux souffrances de Taiyo. Mais après l'avoir enfoncé encore plus dans le sol, Taiyo se relève et libère une décharge électrique folle qui déchire les bras de Makoto avant de faire exploser tous les réservoirs de Hazakura. Alors qu'il essaie ensuite de dire à Shion que la mission a été un succès, Makoto l'attaque à nouveau avant de révéler qu'il s'est essentiellement transformé en tank et qu'il ne lui reste plus qu'à se faire exploser pour que le Hazakura atteigne l'océan. En entendant cela, Taiyo essaie de l'arrêter, mais Kyoichiro et les autres arrivent enfin pour aider. Le moment suivant, Kango commence une attaque combinée en transformant ses clones en perceuses pour ouvrir des trous dans le corps de Makoto. Nanao libère ensuite ses toxines dans tout son corps pour le rendre suffisamment faible pour une puissante explosion sonique de Futaba et Kyoichiro. Malgré cela, Makoto reste sans la moindre égratignure, ce qui les laisse tous dans un état de confusion jusqu'à ce que Taiyo réalise ce qu'il vient de faire et donne à Kyoichiro un signal que lui seul peut comprendre. Après que Kyoichiro ait ensuite dit aux autres de se mettre en position pour une nouvelle attaque, avec Taiyo en tête, Makoto le traite d'idiot pour avoir mis le plus faible d'entre eux devant. Cependant, après que Futaba ait lancé Taiyo dans les airs, Kango crée une multitude de clones pour le confondre avant que Futaba ne commence à faire pleuvoir d'innombrables balles de roche. Alors que Makoto leur rappelle que le matériel ordinaire ne peut pas le pénétrer, Kyoichiro leur dit d'intensifier les attaques pour le distraire du fait qu'une des balles est en réalité Kyoichiro, qui vient d'être abattu jusqu'à l'étage secret en dessous de lui, où le corps de la mère de Mutsumi est conservé. Juste au moment où il voit la capsule utilisée pour la stocker, il remarque un réseau de fils connectés à celle-ci, et après en avoir touché un seul, Makoto s'y connecte psychiquement pour lui dire que couper un seul fil entraînera une explosion suffisamment forte pour le détruire. Cependant, Taiyo décide quand même de se sacrifier en déchirant les lambeaux et en faisant exploser tout l'étage, laissant Makoto sans assez de sang Yozakura pour maintenir sa forme actuelle. Pour s'assurer que son plan réussisse, il essaie rapidement de se faire exploser, mais Futaba absorbe l'explosion, et pendant que les autres l'attaquent à tour de rôle, Taiyo utilise l'effet de durcissement que Ban lui a enseigné pour rester en vie. Après avoir rejoint le combat pour porter le coup final à Makoto, il emmène Kyoichiro dans la chambre froide pour qu'il puisse transporter le corps de leur mère.
En quelques heures seulement, Makoto est transporté dans une cellule de haute sécurité, tandis qu'Ai et les autres sont envoyés dans des centres de correction pour réhabilitation. Quelques jours plus tard, Taiyo essaie de reprendre sa vie normale dans le manoir, mais après avoir vu Mutsumi en robe de mariée, Kango change sa tenue pour un smoking avant que Futaba et les autres lui disent de se préparer pour un vrai mariage. Après que Ban et Kaiko se soient également présentés pour la cérémonie, ils passent le reste de la journée à célébrer les tourtereaux avec un tas d'amis du monde souterrain. Avec les pouvoirs de Taiyo pleinement activés, pourra-t-il enfin applaudir Mutsumi sans s'inquiéter de son frère aîné psychopathe? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire sur votre frère ou sœur Yokozura préféré et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer des résumés comme celui-ci.